Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Nous sommes toujours à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Nous sommes là dans le cadre de cette élection présidentielle du Burkina. Le scrutin va se dérouler ce dimanche. Alors ce samedi, nous n'allons pas parler de politique, on va plutôt s'intéresser à une autre facette du pays des hommes intègres. Nous sommes allés à la rencontre de quelques citoyens qui se distinguent dans des domaines particuliers. Et il s'agit du Burkina des talents. Et tout de suite, je vais demander à mon confrère Djibril de présenter les invités. Bienvenue Djibril. Merci Thierry, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Chers téléspectateurs d'Africa 24, merci de nous accueillir chez vous. Pour nous accompagner aujourd'hui dans le Burkina Faso des talents, deux invités très talentueux. À ma gauche, Madame Aminata Diallo-Glaise, vous êtes comédienne et réalisatrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. À notre compagnie également, Monsieur Désiré Ouedraogo, vous êtes exportateur de Faso d'Anfani et spécialisé dans ce tissu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. On va rappeler, chers téléspectateurs, que cette émission va durer 1h30, qu'elle est divisée en 3 parties, Djibril. Oui, nous allons d'abord présenter un élément concernant Madame Aminata Diallo-Glaise, dit Kadi Jolie. C'est une comédienne de talent reconnue ici au Burkina Faso à travers les séries télévisées comme Kadi Jolie ou encore 3 femmes, un village. On a encore Superflix tout récemment. En tant que comédienne ou comme réalisatrice, Aminata Diallo a su se faire un nom, une place de choix dans l'univers cinématographique burkinabé. Avec elle, l'humour et l'autodérision cohabitent avec le professionnalisme et la rigueur. Avant de pouvoir connaître les recettes de ce succès, voyons un peu de quoi se compose le quotidien de notre invité de ce jour. Superflix a été un projet plus ambitieux que les précédents, dans la mesure où l'équipe a été beaucoup plus conséquente. Elle a été aussi internationale, tant au niveau des comédiens que des techniciens. Donc ça a été une expérience unique, une expérience enrichissante. Et j'attends plus de ce projet-là que les précédents. Déception, je n'en ai pas eu. Je ne l'ai pas connu sur ce projet. Par contre, mes attentes ont été comblées et même c'était au-delà de ce que j'attendais. Je dois dire que ma chance a été que je suis plus ou moins copine avec tout le monde, aussi bien les techniciens qu'avec les comédiens. Donc ça fait qu'ils me le rendaient très bien. Les techniciens, on a eu de gros gabarits comme Charles Baba Gomina qui était à l'image avec Alidou. Donc ça fait que l'image est formidable. Ou de l'autre côté avec Fredo ou Kodini, Sanou, qui m'a vraiment épaulée parce que je dois dire qu'en matière de réalisation, c'était vraiment mes premiers pas. Donc, en même temps, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas forcément ce qui est correct dans le langage cinématographique ou pas. Donc, tous ces gens-là étaient vraiment à mes côtés pour m'aider. Et puis, ce qui était vraiment bien aussi, c'est qu'on a voulu avoir plusieurs regards de réalisateurs. Donc, d'avoir comme ça Issa Traoré de Brahima qui est venu, qui a pris sur son temps, qui est venu réaliser certains épisodes, ou le grand maestro Idrissa Ouedraogo qui est aussi venu par moment quand on avait surtout des scènes difficiles pour nous aider et tout. Donc tout ça c'était bien, ou de temps en temps ça nous coule aussi qu'on a eu pour nous guider un peu. Donc ça fait que c'était vraiment une belle école pour moi. Je dois dire que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'avais peur au début de me lancer dans la réalisation. Là je crois que je commence à prendre goût. Et à la prochaine série, je crois que je serai plus réalisatrice que comédienne. Tes agents sont des inconscients. Bon, attends. Alors, donc, on arrête tout ça. Aminata Diallo-Glaise, on vous voit là en pleine science, de réalisation, d'actrice. Parlez-nous un peu de vos débuts dans le cinéma. Moi, j'ai d'abord commencé au théâtre. Je suis passée par le théâtre avec Feu Jean-Pierre Guingané. Et ensuite, j'ai glissé tout doucement à la télévision. Il n'y a pas vraiment eu de transition. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec le maestro, le célèbre Idrissa Ouedraogo, qui m'a vraiment scotché en tant que comédienne, parce que bon, c'était pas trop évident de passer du théâtre à la télé. On ne rend pas les émotions pareilles. Donc, après, c'est aussi avec lui que j'ai appris à faire la production, parce que sur Kadi Jolie, j'ai fait de la production exécutive.
En ce moment, je venais de mettre ma boîte de production, Jovial Production, sur pied. Donc, je n'avais pas vraiment tous les outils nécessaires pour conduire une production à bon terme, on va dire. Vous êtes passée de comédienne à réalisatrice. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas? Est-ce que c'est l'ambition? Ou qu'est-ce qui explique que vous franchissez ce pas de comédienne à réalisatrice? Bah oui, c'est forcément l'ambition parce qu'on veut toujours aller de l'avant, on veut toujours faire mieux. Et il y a quelques années déjà, être que comédienne au Burkina, je vais parler du Burkina parce que c'est le domaine, enfin le pays que je maîtrise le mieux. Être que comédienne, c'était très compliqué de vivre que de son art. Donc il fallait trouver le moyen d'être polyvalente. Et voilà, il me fallait trouver un métier qui ne m'éloigne pas de la scène. Et j'ai trouvé la production, donc ça fait que je produis et il m'arrive de jouer dans mes propres productions. Alors c'est cet aspect-là qui m'intéresse, c'est-à-dire vous en tant qu'actrice, parce que beaucoup de téléspectateurs à travers l'Afrique vous connaissent en tant qu'actrice. Il y a ce succès-là, la série Kadi Jolie. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de ce projet et le rôle que vous jouez en tant qu'actrice principale? Kadi Jolie, c'est vrai que c'est une série qui a eu beaucoup de succès, qui a eu un très bon accueil de façon générale en Afrique, mais bon, qui a quand même été dirigée par Idrissa Ouedraogo, qui reste un nom dans le monde du cinéma. Et nous, à la base, on était un groupe, une bande de copains, de comédiens. Donc, on a été voir Idrissa parce qu'on avait des petits sketchs comme ça qu'on essayait de faire. Et Idrissa aussi, je pense qu'il voulait venir à la télé parce qu'il était plus du côté du cinéma. Et c'était vraiment une expérience, tant pour lui que pour nous, à la télévision. Et puis bon, ça a donné ce que ça a donné. Et puis tout le monde. Mais la série a duré combien d'années, combien de saisons, comme on dit? Je pense qu'on a commencé en 98-99 et puis ça nous a amené autour de 2002-2003. Kadi Jolie était jeune à l'époque. Monsieur Ouedraogo, le Burkina Faso est reconnu pour son cinéma. Est-ce qu'il y a une spécificité au cinéma burkinabé que peut incarner Madame Aminata Diallo? Est-ce que vous ressentez une particularité au cinéma burkinabé? Je pense que ce qu'on peut retenir d'elle, c'est la saison des séries. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de séries burkinabées. Kadi Jolie a été une série qui a été beaucoup suivie par les uns et les autres. Et les gens ont beaucoup apprécié. Vous aussi, j'espère. Moi aussi. Je voudrais vous demander, Aminata, en termes de succès, vous l'avez eu, est-ce que vous réussissez à vivre bien de votre art en tant qu'actrice? Et plus tard, on parlera aussi de la réalisatrice. Succès, je ne sais pas, mais popularité, certainement. Popularité, parce que bon, voilà, on s'invite dans les domiciles, dans les milliers de ménages, donc forcément, les gens ont l'impression que, ben voilà, il y a une certaine sympathie qui s'installe et tant mieux. Vivre de ça, oui, maintenant ça va. C'est vrai qu'il y a 10-15 ans, ce n'était pas du tout pareil, mais maintenant, il y a une prolifération de maisons de production, donc ça fait qu'il y a de plus en plus de production quand même, et l'un dans l'autre, même si on n'est pas très bien payé sur une production, le fait de pouvoir travailler, mais cela n'est plus vrai en ce moment parce que bon, la crise aidant, il y a de moins en moins de production. Mais c'était vrai encore il y a à peu près 5 ans, on va dire. Madame Kadi Jolie, Aminata Diallo, on va vous appeler Kadi Jolie. Comme vous voulez. C'est rentré dans le langage de Burkinabé aujourd'hui. Vous êtes maintenant dans la production, produisez des films. La production cinématographique est confrontée à de nombreuses difficultés aujourd'hui. Et lorsque vous êtes passée de comédienne à la production en tant que telle, en tant que réalisatrice, qu'est-ce que vous avez perçu? Quelle réalité vous avez pu percevoir dans le métier que vous ne saisissiez pas quand vous étiez encore sur les planches? En termes d'angoisse, déjà, c'est pas pareil. Quand on est comédienne et vous discutez un contrat, vous venez vous jouer, vous vous faites diriger, et puis à la fin de la semaine, on vous paye, vous partez, vous ne savez pas c'est quoi les soucis de la production derrière. Par contre, quand tu portes la casquette de la productrice, tu travailles en amont, tu cherches l'argent, déjà tu trouves le bon scénario qui va plaire, tu essaies de monter le dossier, tu cherches l'argent, je pense que c'est la tâche la plus difficile, d'essayer de trouver de l'argent pour produire, ensuite de faire un bon casting, parce que le tout n'est pas d'avoir une belle histoire, il faut avoir les comédiens qui suivent aussi derrière, rassembler l'équipe de production et tout, et puis une fois que le film est fait, il faut maintenant, il faut qu'il soit vu. Donc, il faut que ça soit vendu et ça, c'est pas non plus une mince affaire.
Vous êtes pas propriétaire, je veux dire que vous avez créé une boîte de production. Jovial Production. Jovial Production. Est-ce que c'est facile pour vous, notamment en termes de financement, trouver des financements peut-être au niveau des banques, au niveau de l'État, au niveau des partenaires étrangers? C'est facile? Nos banques, de façon générale, ici, sont assez frileuses parce qu'on n'a pas encore réussi à faire du cinéma une industrie. Donc, les gens sont très frileux à mettre de l'argent. Par contre, avec les partenaires financiers classiques, je vais dire, dans le Nord, au Nord, c'est eux qui financent une partie. Et puis, bon, ici, il y a quand même notre ministère de tutelle. Et puis après, ça va se faire un peu à la tête du client parce que je suis bien avec tel ou tel directeur de société. Essayer de trouver une sorte de sponsoring. Comme ça, les gens mettent un peu de billes dedans et puis en contrepartie, vous leur offrez une petite page publicitaire ou vous les citez dans le générique. C'est comme ça que ça fonctionne un peu. Il y a un problème que l'on constate s'agissant des séries africaines et burkinabè particulièrement, c'est leur diffusion sur les chaînes occidentales en grande partie. Peu de diffusion sur les chaînes africaines, locales, ou bien pour que les Africains puissent voir ça, il faut qu'ils se connectent sur le câble, sur les chaînes européennes. Est-ce que vous avez entrepris des négociations avec les télévisions africaines? Si oui, pourquoi on n'arrive pas à voir les productions de Kadi Joly sur les télés africaines? Ben, les productions de Jovial Production sont disponibles sur la télévision, mais je pense que le vrai problème à la base, c'est que nos chaînes de télévision nationales n'achètent pas nos films. Donc on est obligé de nous adresser aux chaînes occidentales, comme vous dites. Et puis il y avait une chaîne concurrente donc, qui achetait les films et qui les mettait à disposition systématiquement des télévisions africaines. Donc ça fait que les films africains étaient vus sur toute l'Afrique francophone en tout cas, mais de façon gratuite. Je pense qu'ils ont d'ailleurs changé leur politique. Donc ça fait que notre réflexe n'est pas d'aller vers les télévisions nationales, mais plutôt là où on va acheter pour qu'on fasse un retour d'investissement quand même. Est-ce que le problème n'est pas aussi lié au coût de vos films? Parce qu'on a les séries nigérianes qui sont diffusées un peu partout sur le continent. Je suppose qu'elles sont beaucoup moins chères. Et à votre niveau, est-ce que vous avez des stratégies pour réduire le coût de production de vos films? Je pense qu'on est encore loin de l'exemple du Nigeria avec le Nollywood parce qu'eux, ils ont réussi à créer un marché local, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Ici, on a même du mal à faire des produits dérivés. Par exemple, les DVD, si vous me demandez tout de suite des DVD de Kadi Joly, je n'en ai pas. Je veux dire qu'on a tellement de mal à réunir le budget de production qu'après faire la promotion du film, ça reste un luxe. Donc ça fait que du coup, on est atteint par la piraterie. Et on essaie de graver les films comme ça à la sauvette et puis c'est très très compliqué. Par contre, au Nigeria, ils ont un marché local, chose que nous, on n'a pas encore réussi à faire ici. Vous avez travaillé sur la sitcom 3 hommes et un village, à présent c'est 3 femmes et un village. Vous pouvez nous expliquer à peu près le concept? 3 hommes, un village, ça remonte autour des années 2005. C'était le pouvoir qui était entre les mains des hommes, on va dire la cohabitation entre un curé, un chef de village et puis l'imam, qui de prime abord rien ne les réunit, mais vu qu'ils vivent ensemble, ils sont obligés quand même, souvent face à l'adversité, de se mettre ensemble pour régler les problèmes du village. Et puis 3 femmes, c'était un peu la réplique. 3 femmes pour dire que les femmes ont pris le dessus et se sont émancipées. Elles disent stop, on ne marche plus sur les pieds, donc elles vont essayer en tout cas, elles vont gérer les hommes un peu à la baguette, donc, mais toujours avec une teinte d'humour, pour dénoncer un peu la polygamie, le mariage forcé et puis tout ce qui peut être mot concernant la femme en Afrique. Il y aura une élection présidentielle, un nouveau président qui va être élu. Si vous aviez une requête à adresser à ce nouveau président pour ce qui vous concerne, votre secteur d'activité, elle serait laquelle? Ce serait bien que ce nouveau président donne un bon coup de fouet au secteur cinématographique, au secteur culturel de façon générale, parce qu'il n'y a pas que le cinéma. Vous savez, au Burkina, on est un pays très, très, très culturel. Il ne se passe pas un mois à Ouaga sans qu'il y ait un festival de ceci ou de cela. C'est de voir comment est-ce qu'on peut vraiment redonner un bon coup d'accélérateur
pour que les projets qui dorment là puissent voir le jour. Merci Aminata Diallo-Glaise. On va rester dans le monde de l'art, mais on va s'intéresser à une étoffe très prisée par les Burkinabés, Djibril. Oui, il s'agit du Faso d'Anfani. Vous voyez des motifs de tissu exposés sur ce plateau. Littéralement, le Faso d'Anfani signifie le pain tissé ici au Faso. C'est une composante aujourd'hui de l'art vestimentaire burkinabé, l'art vestimentaire local, grâce à des vitrines comme le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. L'engouement pour le Faso d'Anfani s'est accru au-delà des frontières du pays des hommes intègres. Comme vous le voyez défiler à votre écran, les festivals relatifs au Faso d'Anfani sont de plus en plus nombreux. En août 2015, un premier festival très populaire a été lancé ici au Burkina Faso. Il a accueilli de nombreux stylistes et de nombreux acteurs de la mode. Les stylistes burkinabés et même les stylistes étrangers ont fait de ce tissu un accessoire incontournable de la confection de leurs modèles. Vous voyez, ces jolis modèles sont exposés au-delà des frontières africaines et s'exportent également très bien. Donc ce tissu est aujourd'hui un des emblèmes du Burkina Faso. Emblème du Burkina Faso, et nous avons un invité sur le plateau qui peut en parler, puisqu'il s'agit de M. Ouedraogo Désiré, promoteur du Faso d'Anfani. Mais vous êtes aussi le directeur de Afrique Authentique. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Afrique Authentique? Afrique Authentique est une société commerciale qu'on a créée en 2008 pour faire la promotion à l'étranger, à l'exportation du Faso d'Anfani. Mais le Faso d'Anfani, c'est divers. Au départ, c'était le tissage purement traditionnel des villages. Et ça a eu de l'ampleur sous la Révolution, à partir donc du fil industriel. Et beaucoup de femmes se sont formées et beaucoup de femmes tissent aujourd'hui. C'est des milliers de femmes qui vivent du Faso d'Anfani. Et paradoxalement, quand on regarde, le textile culturel est en train de disparaître. C'est peut-être souvent les cinémas qui mettent ça en valeur. Donc, je suis reparti dans les villages pour travailler donc, le textile culturel pour des marchés du Nord. Justement, Madame Aminata Diallo, comment à votre niveau, en tant que comédienne, dans votre secteur d'activité, vous faites la promotion du Faso d'Anfani? Est-ce que vous obligez vos comédiens à s'habiller, à avoir des costumes en Faso d'Anfani? On ne les oblige pas, c'est un peu nous qui décidons de qui porte quoi. Et puis c'est clair que, comme il le dit, c'est vrai que le Faso d'Anfani, en tout cas les tissus africains, on essaie de faire la promotion à travers les productions qu'on fait, oui. Monsieur Ouedraogo, est-ce que c'est vrai que c'est lors de la révolution burkinabé entre 1983 et 1987, sous Thomas Sankara, que cette étoffe-là a pris toute l'ampleur qu'elle a auprès des Burkinabés? Et sous la révolution, c'était un mot d'ordre, consommons burkinabé. Donc ça a permis donc de donner de la promotion au Faso d'Anfani. Avant la révolution, on tissait, mais il n'y avait pas beaucoup qui tissaient. On tissait surtout les métiers verticaux. Oui, verticaux. Les métiers verticaux, c'est les curés qui ont introduit ça, la mission catholique qui a introduit donc ce type de tissage. Mais sous la révolution, on a développé les autres métiers et on a formé beaucoup de femmes qui tissaient. Oui, allez-y. Monsieur Ouedraogo, le Faso d'Anfani regroupe une large palette de tissus, d'étoffes. Ouais. Il y a un peu de confusion autour de ce qu'est réellement le Faso d'Anfani, quelles sont ses différentes composantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents types de tissus que l'on appelle, que l'on comprend dans l'appellation générique de Faso d'Anfani? Le Faso d'Anfani, je crois, sa définition générique, c'est ce qui est tissé à la main. C'est les étoffes tissées à la main. De plus en plus, c'est le coton. Mais avant le coton, il y a des régions qui tissaient la soie. La région d'Afin, Marca tissait la soie sauvage. Donc, c'est des étoffes de luxe. Donc, Faso d'Anfani, ça veut dire ce qui est tissé à la main. Quand on dit tisser à la main, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que je vois sur la table, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut montrer justement ce qu'il y a? Je vois une bobine ici, c'est du coton. Oui, c'est du coton. Il y a 3 lignes de produits, je vais vous expliquer. Alors, à l'origine, c'était ce tissage-là, pour des petites bandes, sur le métier traditionnel des villages. C'est des métiers dont les largeurs des bandes varient entre 7 cm et 22 cm. 22 cm, beaucoup chez les Boaba. Chez les Moussi, 7 jusqu'à 12 cm. Donc on faisait de la cotonnade, on faisait des étoffes de ce type-là. Donc ces bandes-là sont cousues bout à bout
pour faire ce type d'étoffe-là, purement naturel. Et quand c'est fait naturel, on les envoie teindre en indigo. Parce que c'était l'indigo qui était connu avant. Donc on les envoie teindre en indigo. Ensuite, certaines sociétés ont commencé à faire du tie-dye. Ça veut dire qu'on fait des ligatures et on fait l'indigo, avec différents dessins. Vous voyez, les franges sont tressées. On ne trouve plus beaucoup ça. Ça commence à disparaître. Donc, j'ai une fondation qu'on appelle Save Our Skill Africa pour faire la promotion et sauvegarder ces métiers qui disparaissent. Ensuite, après la Révolution, c'était des rayures. Un peu de ce genre-là, différentes rayures. Et de plus en plus, les gens confectionnent. Donc en ville, les tisseurs, les tisseuses ont libéré vraiment leur génie, comme on dit. Et on trouve différentes étoffes maintenant. Vous voyez, ça c'est du tie-dye, combiné donc avec des fins de chaîne. Des fins de chaîne, c'est comme ça. Vous finissez de tisser. Tous les bouts de fil de différentes couleurs, vous prenez, vous faites une chaîne et vous tissez, ça donne ces effets-là. On a un peu des indiennes. Ensuite, les gens ont commencé aussi à imiter le tissu purement moderne. Parce qu'ils en font de la chemise. Vous savez qu'il y a beaucoup de stylistes aujourd'hui qui exportent. François Ier, Georges de Baziris, Idé Mava. Qui travaillent exclusivement avec le Faso d'Anfani. Ouais. Voilà. Alors, la dernière ligne de produit, c'est un peu l'impression maintenant sur le Faso d'Anfani. J'en parle parce que cette année, le gouvernement a décidé que le 8 mars, ça serait fait en Faso d'Anfani. Alors, habituellement, les gens imprimaient avec ce qu'ils appellent le tampon. Donc, c'était juste pour mettre le logo du 8 mars et puis peut-être le thème. On a estimé depuis l'année dernière qu'il faut le travailler autrement parce que c'est des étoffes pour porter. Donc, l'aspect thème politique n'est pas mort. L'aspect mort, c'est de travailler le fond du dessin avec le thème. Donc, le thème de 2016, c'est l'entrepreneuriat agricole des femmes. C'est pourquoi on a dessiné une charrue avec la lame de la daba. Et puis ensuite, on a mis un collier qui est le symbole quand même des femmes. Voilà. Et ça va être l'avenir, je pense, du textile africain. La plupart des usines africaines, la plupart des usines ont fermé du fait de la compétition avec la Chine. Mais il faut comprendre une chose, la compétition avec la Chine sur les grandes séries, les Africains ne pourront pas tenir. Parce que les Chinois développent la technologie, ce que les Africains ne font pas. Ils ont la matière première, les produits chimiques, les colorants. Nous, on importe tout, donc on ne peut pas... En dehors du coton, on n'a rien à opposer. Mais sur le pain du 8 mars, on rentre dans les petites séries. Ça veut dire que dans n'importe quel village, vous pouvez produire votre pain du 8 mars avec votre dessin, avec une couleur que vous voulez. Pour les femmes du village, les Chinois ne peuvent pas entrer dedans parce qu'ils seront obligés de faire différents pains. Donc, à mon avis, l'avenir de notre textile, qu'on ne transforme pas là, ça serait l'impression au cadre plat. Cette technique existait depuis longtemps, on appelle ça l'impression à la lyonnaise. J'ai fait l'école de Lyon. Et on peut faire cette technologie-là. Le textile aujourd'hui au Burkina est le seul produit non alimentaire que nous maîtrisons de A à Z. C'est-à-dire que nous fabriquons nos outils, nos métiers, nous formons, nous transformons, nous confectionnons. Donc c'est le seul secteur, il n'y a pas un autre secteur au Burkina qui est maîtrisé. Monsieur Drago, c'est une filière dont on maîtrise toute la chaîne de valeur du début jusqu'à la fin. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui de la commercialisation. Est-ce qu'à ce niveau, vous sentez qu'au Burkina Faso, il y a des efforts qui sont faits pour permettre aux tisserands, aux acteurs comme vous, de pouvoir commercialiser le Faso d'Anfani? Ok. Alors, il y a quelques années, ce que vous dites, cette assertion pouvait se vérifier. Mais aujourd'hui, je vais dire même qu'on est en manque de Faso d'Anfani aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent, des femmes qui viennent du Sénégal par avion pour acheter le Faso d'Anfani pour repartir vendre. Le gros problème du Faso d'Anfani aujourd'hui, c'est le manque de matières premières. Parce qu'il faut du fil. On a une seule filature, c'est Filsa. Si vous sortez 100 balles de Filsa ce matin-là, dans 2 heures, il n'y a plus de fil. Ah bon? Non. Donc, on est obligé d'importer. Et en termes de statistiques, 2013, c'est presque 1900 tonnes de fils qui ont été transformés en Faso d'Anfani. 2014, c'est plus de 2000 tonnes. 2000 tonnes, c'est l'équivalent de 2 fois Faso Fani. L'usine Faso Fani, on produisait bon an mal an 900 tonnes.
Donc vous imaginez, c'est totalement des privés. Ces femmes-là, elles ont payé pour se former. Elles ont acheté leurs outils, elles produisent et vendent. Monsieur Ouedraogo, on a l'impression que l'État ne prend pas la mesure du potentiel du coton, du tissage, de l'art du tissage ici au Burkina Faso, parce que Faso Fani a fermé depuis longtemps, il n'y a qu'une seule usine, comme vous le dites. Et comment amener les autorités à comprendre que voici une niche sur laquelle on peut investir ici au Burkina Faso? On va d'ailleurs rappeler, avant que vous ne puissiez répondre, on va rappeler que vous avez été pendant une quinzaine d'années directeur d'usine à Faso Fani. Oui, j'ai été directeur d'usine à Faso Fani. En réalité, je crois que la grosse erreur que les Africains commettent aujourd'hui, lorsqu'on aborde la question de l'industrialisation, ils voient tout en machine. Un métier à tisser aujourd'hui, soit à Lens, c'est 80 millions. Une machine à imprimer, comme des machines comme on avait à Faso Fani, c'est 800 millions. Donc ce n'est pas possible cette voie-là. On va investir dans des machines, mais on n'a plus l'expertise. Parce qu'il n'y a aucun jeune qui veut faire textile. Donc, la voie royale pour nous, c'est d'essayer d'aller vers la semi-industrialisation en appuyant les femmes qui sont dans le secteur textile. Renforcement de capacités, développement technologique, ce qu'on a fait. Vous savez qu'en 2008, au Burkina, on a fait un métier à tisser à GDR, avec l'appui de la coopération autrichienne qui était exposée au CIAO. Aujourd'hui, il y a des promoteurs ici qui font des métiers pour les handicapés automatiques. Donc, c'est la filière qu'on maîtrise. Avec les jeunes des lycées techniques, avec les jeunes qui sont dans les centres de référence comme Zignaré, on peut développer la technologie et accompagner les gens pour progressivement aller vers l'industrialisation. Monsieur Ouedraogo, est-ce qu'il existe des formes de coopératives à travers le pays où on retrouve des gens qui s'associent pour justement fabriquer du Faso Fani? Je vous donne un exemple. À 20 km de Bobo, il y a un village qu'on appelle Kotedougou. À 20 km de Bobo, juste à votre droite. Et dans ce village, ils ne cultivent pas pour se nourrir. Ils ne font que tisser. Il y a près de 200 tisserands dans ce village. Ils ne font que ça. Ils ne font que ils en tissage. vivent. Ils achètent le fil de filsa, ils tissent, les gens viennent acheter en gros. Tout le village, ils ne font que ça. Ils font leur teinture, ils tissent, les gens viennent prendre, ils rassemblent les bandes et les gens viennent acheter en gros. Et quand vous arrivez dans ce village, si vous comparez ce village avec un village où on fait du coton, vous allez être surpris parce que dans ce village, ils ont l'eau courante, adduction d'eau, ils ont des panneaux solaires, presque tout le monde a des panneaux solaires, ils ont la lumière. Sous fonds propres. Ça veut dire que le métier, ça marche bien, la commercialisation. Le tailleur qui rassemble ses bandes bout à bout, c'est avec un panneau solaire qu'il a branché sur sa machine à coudre. Si on appuie ce village, ils peuvent se développer encore davantage. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et dans les villages où je développe le textile culturel, parce qu'actuellement, on est sur les colorants naturels. Ça, c'est du sorgho, biocolore. C'est cette plante, c'est du sorgho. Qui donne ce pigment. J'ai rien inventé, c'est une expertise que les artisans des villages avaient. Ce que j'ai fait, c'est juste essayer de comprendre et essayer de faciliter les process. Donc j'ai fait pulvériser au niveau de l'Institut des sciences de la santé. Et puis je mets les recettes au point sur la base de leurs propres recettes. Parce que ce qu'ils n'ont pas, ce qu'en fait ils n'ont pas, ils ne savent pas mesurer. Moi je sais mesurer, quand je fais des recettes, je peux mesurer le pH. Le pH, je peux mesurer les temps, les process et mettre au point un process que je réintroduis ensuite dans les villages. On gagne en temps. Parce qu'initialement, ils prennent juste la gaine pour tremper, macérer. Ça met des jours. Quand vous mettez juste la poudre, c'est quelques heures. Et vous faites votre teinture avec de la potasse qui est à portée de main. Pour fixer. Pour fixer. Vous lavez, ça ne sort pas. Puis je fais des tests de solidité, lumière et lavage. Voilà. Donc il y a des possibilités. Donc dans les villages où j'interviens, je mets des coopératives. Il y a le village de Soulogo, on a une coopérative avec des femmes qui filent, des hommes qui tissent. On fait le coton sur place, ça c'est du coton naturel. Donc on est totalement indépendant. Dans le village de Poulalé, on fait la même chose. Dans le village de Niarédé, on fait les colorants naturels, l'indigo naturel. Dans le village de Sawana, il y a autant de villages. Même chez les Sénofos, on a développé... Chaque village est spécialisé dans une technique particulière. Voilà. Parce que l'idée, les Africains ont peur de quelque chose qui est fondamental. Les gens ont peur de la honte. Quand vous les mettez dans des nouveaux systèmes et quand ils échouent, l'échec est mortel en Afrique. Donc il faut les accompagner dans un secteur qu'ils maîtrisent.
et juste les développer. Justement, si vous deviez donner ou bien formuler une requête vis-à-vis du nouveau président, ça serait laquelle? Alors, elle est toute simple. On a plus de 50 000 tisserands au Burkina Faso. Ma requête serait d'utiliser les fonds FAFPA, puisqu'il y a des fonds qui sont disponibles pour la formation professionnelle, pour renforcer les capacités de ces femmes-là, utiliser les différents fonds au ministère de la Jeunesse pour développer des technologies intermédiaires de façon à ce qu'on puisse répondre à la demande. Parce que la demande, enfin, le mot d'ordre dit de faire du faso d'enfanter cette année, même si on nous donne 2 ans, on ne peut pas tisser pour 2 millions de femmes. Elles sont 9 millions. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. On espère que vous allez être entendu. C'est la fin de cette première séquence. On va d'ailleurs vous remercier, M. Ouedraogo, vous particulièrement, parce que vous allez nous quitter à cette étape-ci pour avoir honoré notre invitation et être venu faire la promotion du Faso d'Anfani. On se retrouve dans quelques minutes, Djibril, après une pause publicitaire.